Au XIXe siècle, le fondateur de la paléontologie et de l'anatomie comparée, Georges Cuvier, tentait d'expliquer la succession de faune et de flore diverses au cours des temps géologiques, ainsi que l'extinction de toutes ces espèces fossiles. La théorie de l'évolution n'ayant pas encore bouleversé toutes les sciences biologiques, Cuvier voyait dans le catastrophisme la seule explication capable de justifier de telles périodes d'extinction généralisée, tout en se conformant aux idées créationnistes d'un monde fondé par une entité divine. Après la parution de l'origine des espèces de Charles Darwin, y exposant la théorie de l'évolution, le catastrophisme fut progressivement abandonné. Jusqu'au début du XXe siècle où l'intuition de Cuvier refit surface, les catastrophes généralisées prirent alors le nom de crise d'extinction de masse, dont l'existence est soutenue par la taphonomie, à savoir l'étude du passage des restes d'un organisme vivant de la biosphère à la lithosphère, c'est-à-dire l'étude du processus de fossilisation et donc des fossiles, la base de la paléontologie. Et la géologie, elle aussi, apporte un argumentaire solide soutenant l'existence de cette dite crise. Ces périodes d'extinction de masse justifiant de grandes phases de radiation évolutive comme celle des archosauromorphes ayant eu lieu au Trias. Nous en verrons d'ailleurs quelques-unes au cours de cette vidéo. Il est donc maintenant temps de définir ce qu'est une crise biologique, et nous verrons plus tard ce que sont le fameux Big Five, à savoir les 5 plus grandes crises d'extinction de masse que la biosphère ait connues. Qu'est-ce donc qu'une crise biologique ? Voilà la question fondamentale de cette vidéo. Au cours des temps géologiques, on distingue 3 types d'évolution pour la biodiversité. Il y a tout d'abord les variations normales de la biodiversité, à savoir ce que l'on appelle le bruit de fond de l'évolution. Le taux d'extinction des espèces est alors compensé par un taux d'apparition plus ou moins équivalent. La biodiversité est donc à l'équilibre. Il arrive cependant parfois que le taux d'extinction augmente fortement durant un court laps de temps alors que le taux d'extinction est stable. Il y aura radiation évolutive. Enfin, dans le cas inverse, si c'est le taux d'extinction qui augmente fortement, alors nous serons dans le cas d'une crise biologique. Une crise biologique est définie comme une période d'extinction de divers lignées pendant un intervalle de temps géologique relativement court. Elle peut être considérée comme localisée, comme ce fut le cas pour la crise messinienne entre 5,96 et 5,33 millions d'années au Miocène, ou à l'inverse, elle peut avoir une large répartition géographique, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Dans ce cas précis, on considérera qu'il s'agit d'une crise d'extinction de masse des espèces. 2 types de facteurs peuvent provoquer une crise d'extinction de masse. Tout d'abord, le facteur biotique, à savoir les interactions entre différentes espèces, le jeu des concurrences entre les espèces invasives et l'impact qu'elles ont sur l'environnement, etc. Enfin, il y a les facteurs abiotiques, dits environnementaux, comme par exemple l'effet sur un écosystème donné d'une grande éruption volcanique. Le taux d'extinction d'espèces lors de ces grandes crises est bien supérieur à 50%, et c'est bien évidemment le cas du Big Five, que nous allons à présent découvrir. S'il y a bien une crise majeure, oubliée de tous, c'est bien celle du Protérozoïque. Elle est la conséquence d'un des plus grands processus de pollution qui ait jamais existé, celui de la grande oxydation. Et là, certains d'entre vous se disent très certainement, mais qu'est-ce que c'est que la grande oxydation? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Il y a 2,4 milliards d'années, au cours de l'ère paléo-protérozoïque, eut lieu un véritable bouleversement de la composition chimique de l'atmosphère primitive. Cette révolution trouve son origine dans les océans, et plus précisément chez des organismes unicellulaires, photosynthétiques, les cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des prokaryotes qui survivent en produisant du glucose par photosynthèse, ce sont donc des organismes autotrophes. Mais elles produisent aussi du dioxygène, et ça c'est important. Un élément chimique alors totalement absent de l'atmosphère primitive, composée majoritairement de dioxyde de carbone. Nous savons donc maintenant que le dioxygène est d'origine biologique. De nombreuses structures fossiles calcaires attestent d'ailleurs de l'omniprésence de ces cyanobactéries. Il s'agit bien sûr des stromatolites. Vient alors un autre phénomène, l'oxydation du fer.
En effet, dans les océans du Paléoprotérozoïque, le fer est oxydé, rouille et précipite en présence de ce dioxygène dissous, pour former du fer rubané que l'on exploite aujourd'hui. Le piégeage du dioxygène dans les sédiments marins du Paléoprotérozoïque et bien sûr l'oxydation du fer ne dure qu'un temps, et voici 2,4 milliards d'années, les océans saturés libèrent le dioxygène dans l'atmosphère. Ce grand bouleversement change de façon drastique la composition chimique de notre atmosphère, et conduit à la naissance progressive d'une couche d'ozone. Les conséquences de la libération de tout ce dioxygène dans les océans et dans l'atmosphère sont cependant catastrophiques pour les organismes unicellulaires qui vivaient alors dans les océans du Paléoprotérozoïque. La plupart des archées et des bactéries alors anaérobiques disparaissent. S'imposent ici par sélection naturelle les processus métaboliques constituant la future respiration cellulaire, permettant la production d'ATP ou d'énergie en consommant de l'O2 et de la matière organique. Nous avons donc ici une des premières grandes crises biologiques de l'histoire de la biosphère, aux facteurs à la fois abiotiques et biotiques, et ce avant la grande explosion de vie cambrienne. Passons maintenant aux 5 plus grandes crises biologiques du Phanérozoïque. On a aujourd'hui recensé plus de 60 événements d'extinction majeure des espèces au cours des temps géologiques. Mais 5 de ces événements se distinguent des autres de par leur intensité et leur impact sur la biosphère, enregistrant en effet une perte estimée entre 35% et 65% des genres et jusqu'à 95% des espèces. Eh bien, commençons tout de suite avec la crise Finny-Ordovicienne, la première grande crise d'extinction de masse du Phanérozoïque. Ah, l'Ordovicien, une période géologique qui connut, comme le Cambrien, une grande période de biodiversification. En effet, l'Ordovicien inférieur est une période au climat très chaud, avec un niveau marin très élevé et une grande dispersion des continents. Tous ces facteurs favorisant la grande biodiversification. La biodiversité ordovicienne est surtout connue pour ses premiers euryptérides, comme les grands mégalograptidés ou encore les premiers grands mollusques céphalopodes, tels les orthocératidés, alors les véritables superprédateurs des écosystèmes marins ordoviciens. L'Ordovicien est aussi connu pour une belle diversification des trilobites, et des premiers vertébrés tels Arandaspis et Astrapis. Les littoraux ordoviciens voient aussi une véritable couverture chlorophyllienne s'installer avec des mousses et des lichens. Elles introduisent la future grande colonisation des continents par le monde végétal. Ce qui symbolise surtout cette grande période de diversification du vivant, c'est bien évidemment l'extension des récifs coralliens dans les mers chaudes et peu profondes de l'Ordovicien. Et c'est dans ce contexte qu'eut lieu la grande crise Finny-Ordovicienne ou Hirnantienne, la première des 5 grandes vagues d'extinction massive des espèces au Phanérozoïque. En effet, on observe la disparition d'au moins 24 familles de trilobites présentes dans les strates ordoviciennes et totalement absentes dans les strates siluriennes. Globalement, on observe qu'à la fin de l'Ordovicien disparaissent environ 85% des espèces marines. Mais quelle en est la cause, me diriez-vous? Allons voir ce qu'il en est. L'Ordovicien supérieur se distingue par l'unification d'une bonne partie des masses continentales au pôle sud, facilitant une grande glaciation proto-gondwanienne. Ce grand refroidissement climatique a engendré par la même occasion une grande régression marine. Autant dire un véritable cataclysme pour les récifs coralliens. Ces derniers se retrouvant en surface, de nombreuses espèces perdent leur habitat et disparaissent. Mais ce n'est pas tout, ce grand changement climatique s'accompagne d'une anoxie généralisée, ce qui conduit à l'extinction de la plupart des organismes marins. La crise Finny-Ordovicienne se traduit en 2 phases. Premièrement, un refroidissement climatique, une grande régression marine et une anoxie généralisée, suivi d'un réchauffement climatique aussi brutal et d'une transgression marine. Ce réchauffement climatique global constitue le second pulse d'extinction, conduisant à la disparition totale des faunes hirnantiennes, caractérisées alors par une grande abondance de trilobites et de brachiopodes. La fonte des glaces engendrée par le réchauffement climatique provoque un véritable dérèglement des courants océaniques, causant bien sûr un déclin des faunes benthiques. Les dépôts de schiste noir datant de la limite ordovicien-silurien témoignent d'un milieu pauvre en oxygène et donc d'une grande anoxie. Conclusion, 85% des espèces balayées de la surface planétaire.
Mais comme pour toutes les crises, il y a des perdants, mais aussi des gagnants, qu'on appelle aussi des opportunistes. Et c'est exactement ce que sont les Euryptérides à la fin de l'Ordovicien. Non seulement ils ont passé la crise ordovicien-silurien sans trop de problèmes, mais en plus, ils ont connu une véritable biodiversification et ont supplanté les grands orthocères prédateurs géants, devenant ainsi les plus grands prédateurs des mers siluriennes. Mais quittons l'Ordovicien terminal pour une nouvelle période géologique, le Dévonien. Ah, le Dévonien, période qui fut mise à l'honneur durant le premier épisode du Late Paleozoic Ice Age, que je vous encourage à regarder, et qui fut bien sûr marqué par de grandes phases de biodiversification dans les milieux océaniques, mais aussi dans les nouveaux milieux continentaux. Au Dévonien, de gigantesques récifs coralliens se forment près des littoraux, en témoignent les gigantesques formations calcaires fossiles australiennes du Devonian Reef, qui était autrefois encore plus étendu que la grande barrière de corail actuelle. Ce dernier devait être l'habitat d'une extraordinaire biodiversité dont une infime partie est parvenue jusqu'à nos jours, sous les formes que vous connaissez. Les océans dévoniens voient l'émergence des ostéictiens, mais aussi des chondrictiens, alors dans l'ombre des arthrodiires tels le Dincleosteus. Les trilobites sont alors extrêmement diversifiés, et ce pour la dernière fois de leur histoire. Et les brachiopodes, eux, se sont totalement remis de la crise finie ordovicienne. Cette fois-ci cependant, le monde continental lui aussi se voit recouvert de vastes forêts humides. Des forêts bien évidemment primitives, dominées principalement par les cladoxylopsides et bien sûr les premiers lignophytes tels Archaeopteris. Par contre, ces forêts permettent l'établissement des premières véritables faunes d'arthropodes terrestres, tels les uranéides qui se développent dans ces environnements. A savoir qu'il s'agit d'un ordre d'arachnides totalement fossiles apparu au cours du Dévonien. Et il en va de même pour les premiers tétrapodes qui commencent à coloniser les littoraux. Au cours des 60 millions d'années que dure le Dévonien, la vie prospère, jusqu'à la crise biologique du Frasnien faménien, survenue il y a environ 360 millions d'années. De cette crise biologique, disparut 75% des espèces vivantes sur la planète Terre. Mais quelle est l'origine d'une telle crise d'extinction de masse? Tout d'abord, si vous avez visionné le premier épisode du Late Paleozoic Ice Age, vous connaissez très certainement le premier facteur, à savoir un grand refroidissement climatique. En effet, dans l'ensemble, le climat dévonien est globalement chaud. Cependant, le Frasnien déroge à cette règle, car en effet, au cours de cet étage, débute un grand refroidissement climatique, se traduisant par des grandes glaciations qui ont commencé au pôle sud du Proto-Gondwana. Les causes de ce refroidissement climatique sont d'ailleurs diverses, à savoir l'altération chimique des roches silicates lors de l'orogenèse hercynienne, mais aussi des effets de la photosynthèse ou encore du bouleversement des courants marins, etc. Quoi qu'il en soit, ce refroidissement climatique qui a propulsé la Terre dans une nouvelle grande période froide a aussi engendré de grandes régressions marines, détruisant encore et toujours les récifs coralliens et tout particulièrement les magnifiques gigantesques récifs dévoniens. S'additionne à ces régressions une véritable eutrophisation des milieux aquatiques, à savoir une pollution des lacs et des rivières recevant en excès du phosphore et de l'azote, nutriments permettant le développement d'algues unicellulaires qui se mettent à proliférer. On appelle cela un bloom planctonique, et c'est bien souvent la cause d'une véritable asphyxie des milieux océaniques. Tous ces bouleversements environnementaux vont causer l'extinction d'au moins 86% des ostracodes, mais aussi de la plupart des trilobites et des euryptérinés. Les brachiopodes enregistrent aussi une grande diminution de leur diversité et les arthrodires s'éteignent. Le Tournésien, l'état géologique débutant après la crise du Frasnien faménien, débute lui aussi avec une baisse de diversité. En effet, le Tournésien est marqué par une véritable baisse du registre fossile des tétrapodes, mais aussi d'autres organismes comme les premiers insectes. Cette période de 15 millions d'années est appelée la lacune de Romer. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que l'on retrouve une grande abondance de crinoïdes dans les roches tournésiennes. Le Mississippien est d'ailleurs considéré comme l'âge d'or des crinoïdes. Le Tournésien est de plus marqué par de grands bouleversements environnementaux majeurs, tels une véritable disoxie océanique. Ce qui veut dire en fait que les eaux océaniques ne dissolvent pas très bien le dioxygène, ce qui n'est pas génial pour la faune qui a besoin d'un taux de dioxygène assez élevé. Et cela mène bien sûr à une anoxie généralisée. On considère de nos jours que la crise tournésienne est finalement la phase terminale de la crise du Frasnien faménien, devenant la crise dévonien carbonifère.
Nous arrivons maintenant au Permien, plus précisément au Guadeloupien terminal, il y a environ 260 millions d'années. À cette époque, la quasi-totalité des masses continentales forment alors un unique supercontinent, la Pangée, bordé par la Pantalassa, le plus vaste des paléocéans du Phanérozoïque. Au Permien moyen, la vie abonde, de nombreux clades se diversifient et conquièrent de nouvelles niches écologiques. On citera par exemple les amniotes qui, depuis la fin du Pennsylvanien, connaissent une grande radiation évolutive. Et c'est ainsi que le gigantisme gagne les premiers synapsides, tels les dinocéphales, que vous pouvez découvrir dans cette vidéo. Les lacs et rivières se voient peuplés de stégocéphales temnospondyles et lépospondyles. Certains pouvaient d'ailleurs atteindre plus de 8 mètres de long, comme on peut le voir chez le temnospondyle Prionosuchus, représentant de plus un formidable exemple d'évolution convergente avec les crocodiliformes. La faune marine, elle aussi prospère dans les vastes récifs coralliens bordant les zones équatoriales du supercontinent. Les brachiopodes, les crinoïdes ou encore les goniatites y abondent. Les ostéictiens et les chondrictiens dominent alors les océans du Permien, et les eugénéodontiformes, de grands holocéphales fossiles, deviennent les plus grands prédateurs des écosystèmes marins. Concernant la flore, elle est alors principalement composée de ptéridospermatophytes, tels le célèbre Glossopteris, ou encore de filicophytes arborescentes, et enfin de conifères ayant d'ailleurs remplacé les anciens chordéitophytes, pourtant si diversifiés au Carbonifère supérieur. Les cicadophytes, quant à elles, commencent à émerger dans les milieux tropicaux, et les lycophytes géants et arborescents ne sont finalement représentés que dans le grand arc d'îles encerclant la Paléothétis. Le Permien est globalement caractérisé par un climat global relativement proche du nôtre, à savoir une température moyenne estimée à 15 degrés Celsius. Seulement à la fin du Capitanien, le climat change brutalement. En effet, le Capitanien terminal se solde par un grand réchauffement climatique, provoquant la fonte des inland seas gondwaniens et le début de grandes transgressions marines. En effet, il semble que le taux de dioxyde de carbone atmosphérique a fortement augmenté au cours du Capitanien terminal, et la cause est probablement à chercher en Chine. En effet, on trouve sur les terres chinoises d'immenses formations basaltiques, caractéristiques du phénomène de TRAPS. Elle constitue la marque des anciennes éruptions des Traps d'Emeshan. Ce cataclysme volcanique majeur a émis d'énormes quantités de lave, difficilement quantifiables, à l'origine de ces formations, mais surtout de gigantesques quantités de dioxyde de carbone et de soufre qui ont provoqué une hausse des températures. Le dioxyde de carbone ayant été en grande partie absorbé par les océans, il y a eu acidification des océans, faisant ainsi décliner les populations d'organismes à coquilles calcifiées comme les bryozoaires, les brachiopodes ou encore diverses bivalves, des foraminifères, des ammonoïdes tels les goniatites, perturbant ainsi les réseaux trophiques et ça, c'est pas bon du tout. Mais ce n'était que la première phase d'une longue crise biologique qu'est celle du Permien-Trias. La seconde a lieu il y a environ 255 millions d'années, lors d'un retour des glaciations au sud du Gondwana. En effet, l'émission d'aérosols et de soufre par le volcanisme intense du Lopingien provoque un nouveau refroidissement climatique. Une forte régression marine a lieu, se traduisant par une baisse du niveau des mers de 250 mètres. Et c'est un nouveau coup dur porté aux récifs coralliens situés près des littoraux. Enfin, la troisième phase de la crise, et très certainement la plus célèbre, constitue un extrême réchauffement climatique s'étant produit il y a environ 251 millions d'années. Sa cause présumée, une nouvelle et longue série d'éruptions de TRAPS qui ont eu lieu en Sibérie. Les TRAPS de Sibérie sont aujourd'hui considérés comme le plus grand phénomène volcanique que l'on connaisse au Phanérozoïque. Sur près de 7 millions de kilomètres carrés s'étendaient les TRAPS de Sibérie et s'écoulaient de lave titanesque. Certaines des éruptions des TRAPS étaient d'ailleurs explosives, comme l'atteste la présence de rhyolite dans les formations magmatiques des TRAPS de Sibérie. Ces TRAPS ayant pour origine la formation d'un nouveau point chaud et bien évidemment l'arrivée d'un énorme panache mantélique, sont restés en activité pendant près d'1 million d'années. Cela peut ainsi facilement expliquer les conséquences pour la biosphère qui en découlent. En effet, ces TRAPS annihilent toute forme de vie dans la zone d'éruption bien sûr, mais l'émission de gaz à effet de serre, elle, concerne la totalité de la planète Terre. L'émission d'aérosols fait tout d'abord chuter la température, mais cette fois-ci pendant une période très brève. De plus, les aérosols, une fois dans l'atmosphère, vont réagir avec les molécules d'eau et les molécules de dioxyde de soufre, pour provoquer des pluies acides, qui sont évidemment nocifs pour la flore. Cependant, le dioxyde de carbone voit aussi son taux grimper dans l'atmosphère, causant un nouveau réchauffement climatique majeur, soit une augmentation de la température moyenne de 5 degrés Celsius. Là s'enclenche un véritable phénomène de rétroaction positive.
Là on peut dire que la vie est plutôt mal barrée. En effet, le réchauffement rapide des océans permiens entraîne la fonte du permafrost gondwanien, libérant de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre 24 fois plus puissant que le CO2, entraînant encore une augmentation de 5 degrés Celsius, soit une augmentation de la température moyenne de 10 degrés Celsius, ce qui est tout bonnement terrifiant. Une des conséquences directes de cet extrême réchauffement climatique est la fonte totale de tous les glaciers Inland 6 de l'extrême pôle sud du Gondwana, qui perdurait depuis la fin du Dévonien supérieur. Cette fonte extrêmement rapide des glaciers Inland 6 provoque alors une grande transgression marine et bien sûr une désalinisation des océans. Cela a pour effet de favoriser les organismes dits eurialiens, c'est-à-dire les espèces qui sont capables de s'adapter aux variations brutales de la salinité océanique. Et au contraire, cela engendre le déclin des organismes dits sténoalins, ceux qui ne peuvent pas s'adapter aux variations brutales de la salinité océanique. Ainsi, la variation de la salinité océanique, de la température moyenne des océans, mais aussi du taux de dioxygène dissous avec une anoxie généralisée ou encore du pH de l'eau ont eu des conséquences très lourdes pour la biodiversité marine. Et maintenant, il est temps de faire le bilan de cette effroyable extinction de masse. S'éteignent ainsi la totalité des coraux tabulés et rugueux, les goniatites, mais aussi les échinodermes blastoïdes, les rostroconques, 90% des brachiopodes, et enfin la plupart des crinoïdes, dont les seuls représentants modernes sont les articulés. Les foraminifères vont aussi être fortement impactés avec l'extinction des fusulines. Sur Terre, une forte baisse du taux de dioxygène atmosphérique, mais aussi une grande désertification, ont raison de la plupart des écosystèmes terrestres. Ainsi, la plupart des grands synapsides non mammaliens, tels les gorgonopsiens, les veniouvioidés, les varanopsidés et la quasi-totalité des thérocéphales s'éteignent. Même la flore, elle aussi, a subi de plein fouet les conséquences de tels bouleversements environnementaux. Les lycophytes arborescents disparaissent, de même que la plupart des conifères permiens et des ptéridospermatophytes, tels le Glossopteris. Fait étonnant, les études palynologiques ont permis de démontrer qu'il y avait une très grande quantité de spores de lycopodes dans les strates contemporains de la crise d'extinction de masse du Permien-Trias. On peut donc en déduire, contrairement à leurs cousins de forme arborescente que sont les lycopodes isoétopsides, les lycopodes de forme herbacée ont été des organismes dits opportunistes lors de cette crise. Le bilan est finalement très lourd. On estime aujourd'hui une perte d'environ 95% des espèces durant la terrible crise d'extinction de masse du Permien-Trias, faisant d'elle la plus terrible et la plus grande crise biologique que la biosphère ait jamais connue. Le Trias est l'une des grandes périodes de renouvellement des faunes et flores. Depuis l'Holocauste du Permien, voici 251 millions d'années, les groupes survivants ont colonisé les niches écologiques laissées vacantes. Mais la récupération de biodiversité fut relativement longue. En effet, durant les 2 premiers étages du Trias, à savoir l'Induin et l'Olénéquien, la vie se diversifie difficilement et les déserts sont persistants. On remarque même encore une grande baisse de biodiversité durant ces 2 premiers étages dans les milieux marins, très certainement dû au phénomène de disoxie. Ainsi s'éteignent au Trias inférieur 75% des bryozoaires de l'Induin et 98% des derniers brachiopodes. Ces derniers ne retrouveront d'ailleurs jamais plus l'importance écologique qu'ils ont eu durant le Paléozoïque. Le Trias supérieur est à contrario marqué par de grandes radiations évolutives chez de nombreux clades et plus particulièrement chez les vertébrés, comme par exemple chez les archosauromorphes tels les ruissuchiens, les phytosaures, les aétosaures, les ptérosaures et bien sûr les dinosauromorphes. Les dicynodontes reconquièrent aussi les milieux triasiques de la Pangée et s'inscrivent parmi les plus grands végétivores du Trias. On citera par exemple l'explosion radiative des dicynodontes canémeyeridés, tel le célèbre Placerias, ou encore de dicynodontes géants comme le spécimen polonais récemment décrit, l'Isowichia boyani, le plus grand des dicynodontes connus. Les cynodontes, grands survivants de la crise Permien-Trias, vont eux aussi considérablement se diversifier, et parmi eux les probénognates et les tritylodontes sont considérés comme les cynodontes les plus proches des mammifères. Au Trias, les conifères reconquièrent de nouveau l'immense
d'immenses pangées, formant de vastes forêts tropicales avec des phyllocophytes et des cicadophytes tels le Bjuvia. Les araucariacées en particulier connaissent un véritable succès au cours de cette période géologique. On pourra par exemple citer le genre Araucarioxylon qui était alors particulièrement répandu. Et la faune marine a elle aussi été totalement réorganisée. Les anciens récifs coralliens du Paléozoïque, anciennement dominés par les coraux tabulés et rugueux, aussi appelés tétracorollaires, ont été supplantés par les coraux dits modernes, à savoir les coraux scléractiniens qui dominent aujourd'hui nos récifs. Les eugénéons dontiformes, qui avaient surprenamment survécu à la crise du Permien-Trias, disparaissent tout aussi mystérieusement au cours du Trias moyen. Et les hybodontes connaissent une véritable radiation évolutive. Quant aux reptiles marins, comme les placodontes, les pistosaures et les notosaures, ou encore les plus grands ichthyosaures, eh bien ils s'imposent dans les océans et remplacent les prédateurs marins du Permien. La vie au Trias est donc profondément différente de celle de la période précédente, caractéristique d'un véritable renouvellement des faunes et flores. Mais cette nouvelle biosphère se retrouve au Orient terminal, confrontée à une nouvelle grande crise biologique. Et c'est la 4e grande crise d'extinction de masse du Big Five que nous allons à présent découvrir. Il y a 208 millions d'années se produit un nouvel événement de volcanisme majeur. Il s'agit de l'avènement du Camp, aussi appelé province magmatique centra-atlantique. Ce camp pourrait très bien être la cause de l'ouverture du grand bassin de l'Atlantique Nord. Ce phénomène volcanique, originaire d'un point chaud, peut être comparé au phénomène de Traps qui a eu lieu en Inde il y a 66 millions d'années. Le camp a laissé d'ailleurs de nombreuses traces géologiques de ces éruptions, comme par exemple l'omniprésence de dikes basaltiques dans les Pyrénées ou encore sur toute la côte est américaine. Pour info, un dike est un filon de roches magmatiques infiltré dans une fracturation de la lithosphère. Mais le camp n'est pas le seul événement volcanique majeur du Trias supérieur. Se produit aussi l'éruption des traps de Niojazé, mais aussi du Karoo. Ces grandes éruptions volcaniques provoquent de nouveaux bouleversements climatiques et un nouveau processus d'acidification des océans. Le réchauffement climatique provoque un dégazage des hydrates de méthane, mais aussi un changement des courants océaniques n'alimentant plus les océans polaires en eau chaude. Le résultat est un nouveau refroidissement climatique et donc de grandes régressions marines. Le changement des courants océaniques provoque aussi une crise des carbonates, soit une grande décalcification. Ainsi, 90% des coraux, 70% des brachiopodes, 35% des foraminifères et 40% des bivalves disparaissent des océans triasiques. La flore cependant n'est pas vraiment impactée, contrairement à ce qu'il s'est passé lors de la crise précédente. Et chez les animaux, la totalité des dicynodontes et la plupart des archosauromorphes disparaissent. Au total, on estime qu'au cours de la crise d'extinction de masse du Orient rétien, s'est éteint plus de 80% de la vie terrestre et marine du Trias. Passons maintenant à la dernière grande crise biologique majeure qu'ait connue la biosphère au cours du Phanérozoïque, à savoir la crise d'extinction de masse du Crétacé paléogène, probablement la plus connue d'entre toutes. Le Crétacé, troisième et dernière période du Mésozoïque, voit elle aussi une nouvelle grande diversification de nombreux clades. En effet, les dinosaures prospèrent sur tous les continents, qu'ils soient aviens ou non aviens, malgré le déclin des sauropodes au Crétacé supérieur. Les crocodiliformes demeurent très diversifiés, et les ptérosaures, à l'exception des asdarchidés, déclinent, peut-être du fait de la concurrence trop forte qu'engendrent les oiseaux. Les mosasaurinés connaissent aussi leur apogée durant les 3 derniers étages du Crétacé, à savoir le Centonien, le Campanien et le Maastrichtien, supplantant ainsi les derniers grands sauroptérygiens prédateurs. Enfin, les néozélaciens, tels les lamniformes, comme le Crétoxyrina, ont supplanté les hybodontes dans les océans. Le climat global au Crétacé supérieur est dans l'ensemble plus doux que celui du Crétacé inférieur. Les récifs coralliens sont très étendus et ils se multiplient au fur et à mesure que les littoraux s'étendent au cours du Crétacé, permettant ainsi une grande biodiversification dans le monde marin. Les mammifères, eux aussi, sont relativement diversifiés au Crétacé, malgré ce que l'on peut penser des mammifères mésozoïques. En particulier, l'ordre est un des multituberculés. Certains étaient même de taille raisonnable, comme les gondwanatériens tels le Wintana, ou encore les eutriconodontes tels le célèbre Repenomamus. La paléoflore change aussi profondément au cours du Crétacé. En effet, les flores mésozoïques étaient jusqu'au Crétacé inférieur dominées par les acrogymnospermes, principalement les pinophytes, les cicadales et les bénétitales aux côtés des phyllocophytes arborescents. Le Crétacé voit surtout la radiation évolutive des angiospermes, dont le plus ancien fossile
fossile connu est celui du Montsechia, une plante à fleurs vraisemblablement aquatique. La paléoflore est donc assez mixte au Crétacé supérieur et ressemble beaucoup à celle que l'on connaît aujourd'hui, malgré le fait que l'herbe ne soit pas encore apparue. Mais il y a entre 66 et 65 millions d'années, la biosphère du Maastrichtien connaît une nouvelle crise d'extinction de masse, celle du Crétacé paléogène. Plusieurs facteurs ont très certainement provoqué cette 5e grande crise biologique. Tout d'abord, il y a eu une forte modification de la courantologie au Crétacé supérieur, engendrant de nouvelles grandes régressions marines et un refroidissement climatique, impactant ainsi directement les faunes pélagiques et benthiques. De plus, on trouve aujourd'hui dans de nombreux sites fossilifères et géologiques datant du Maastrichtien supérieur une couche d'iridium noir. Pour info, l'iridium est un élément chimique particulièrement rare sur Terre. Cependant, il est omniprésent dans les météorites ferreuses, à savoir les chondrites. De plus, la découverte d'un cratère géant au large du Yucatan au Mexique permet de justifier le fait qu'il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km de diamètre ait percuté la Terre. Seulement l'impact météoritique et toute la série de cataclysmes qui en découlent ne suffisent pas à justifier une telle crise biologique. Et c'est là que nos magnifiques éruptions volcaniques que nous aimons tant refont surface. En effet, des formations basaltiques caractéristiques du phénomène de TRAPS ont aussi été découvertes en Inde. Ce sont bien évidemment les TRAPS du Décan. Ces TRAPS sont la conséquence de la naissance voici 66 millions d'années d'un énorme point chaud et d'un panache mantéique conduisant à un gigantesque épanchement basaltique. Un scénario qui s'est déjà produit, rappelez-vous, voici 251 millions d'années au Permien supérieur. Les TRAPS du Décan ont, comme les TRAPS des Méchanes et de Sibérie, produit d'énormes quantités de gaz à effet de serre, mais aussi de soufre et d'aérosols. Les conséquences de telles éruptions volcaniques sont une diminution du pH océanique et des bouleversements climatiques majeurs qui ont anéanti la plupart des écosystèmes terrestres et océaniques du Crétacé supérieur. Ajoutez à ces éruptions volcaniques l'impact météoritique vu précédemment et vous obtenez une belle crise biologique. Et maintenant, il est temps de faire le bilan d'une extinction de masse comme celle du Crétacé paléogène. 70% des foraminifères, la totalité des ammonites et des belemnites, les reptiles marins tels les mosasauridés et les plésiosaures, les ptérosaures, les dinosaures à l'exception des oiseaux, la plupart des mammifères, pour ne citer que, s'éteignirent lors de cette 5e crise biologique. En tout et pour tout, 70% des espèces de la biosphère maastrichtienne s'éteignirent lors de cette 5e crise d'extinction de masse, qui est celle du Crétacé paléogène. Et c'est sur ce bilan bien sombre, mais que vous connaissez très certainement, qu'on termine cette vidéo. Et voilà, nous avons enfin terminé cette petite synthèse sur les 5 plus grandes vagues d'extinction de masse que la Terre ait connues. Enfin 5 plus 1 puisque nous avons aussi compté la crise du protérozoïque qui est une sorte de prémisse des crises biologiques du phanérozoïque. Et il est important de savoir que bien d'autres crises biologiques, moins importantes que les majeures, à savoir les mineures, se sont produites au cours des temps géologiques. Parmi lesquelles on peut citer la crise messinienne au cours du Méocène supérieur ou encore la grande coupure ayant eu lieu il y a environ 34 millions d'années à la transition Éocène-Oligocène. Mais ceci est une autre histoire.